Bonjour, Michel Solowkost. Nous continuons notre voyage planétaire dans les écosystèmes innovants. Et donc maintenant, nous allons parler de Taipei, à Taïwan. Alors, qu'est-ce qui vous a frappé le plus en allant dans cet endroit? Alors, d'abord, ce qui me frappe le plus quand j'arrive là-bas, avant même d'ailleurs d'en avoir compris toute l'ampleur, c'est on arrive dans une gigantesque jungle urbaine. Et jungle, pourquoi? Parce que même il y a des fils partout, enfin on a l'impression que c'est une sorte d'urbanisme, mais un peu sauvage, qui fait que Taïwan, qui est une île, était une jungle, une magnifique jungle, avec une très grande biodiversité, on viendra là, mais même la ville est elle-même construite un peu comme une jungle. C'est pas organisé comme Paris, où ça s'est construit au fil du temps de manière extrêmement chaotique et tout ça. Donc on est un peu perdu au milieu de tout ça. Et dans cette fantastique... Et alors est-ce que cette dimension chaotique est quelque chose d'important dans l'écosystème innovant de Taipei? Oui, parce que si vous voulez, Taipei et toute l'île, Taïwan, c'est une complexité inouïe, parce que c'est des Asiatiques, mais aussi des Européens et aussi des Américains. C'est-à-dire qu'on retrouve les trois continents qui font la triade, qui font 80%. Ils sont là pour une bonne raison, c'est que c'est la fabrique du monde, si vous voulez. C'est l'endroit où la plupart de nos produits sont élaborés en termes de fabrication. Quand je dis élaborés en termes de fabrication, c'est que souvent les Européens ou les Américains arrivent avec des produits déjà designés, mais ils ne savent pas comment les fabriquer. Et l'exemple le plus connu de cela, c'est évidemment Steve Jobs qui arrive à Taïwan. Il a fait déjà le tour du monde. Personne ne sait comment fabriquer cet iPhone. Et extraordinaire, les Chinois de Taïwan, qui sont parmi les gens les plus ingénieux, le mot est pas obligatoirement inventif, mais extrêmement ingénieux, vont trouver des solutions. Ce qui fait que quand Obama demande à Steve Jobs, ah ben tiens, ça serait bien de rapatrier tout de même toute la fabrication de l'iPhone aux États-Unis. Steve Jobs dit, nous on a les brevets, mais malheureusement le savoir-faire pour produire ce téléphone, seuls les Taïwanais sont capables de le faire. Et nous ne pouvons pas, malheureusement, ça serait une très bonne idée, mais malheureusement les Américains ne seraient pas capables, ni les Européens, ni aucune personne au monde. Et c'est cette ingéniosité qui font qu'ils sont devenus l'usine du monde, qui est frappante. C'est très curieux, en tout cas ça m'intéresse beaucoup, puisque de façon... je me dirais plus que l'usine du monde, en fait, elle est performante selon des process, avec le taylorisme issu de toute cette tradition très ordonnée en réalité. Et là, vous nous dites qu'en fait, c'est vraiment cette dimension de désordre, de chaos, qui leur permet d'être productifs et performants. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu plus nous expliquer cette apparente contradiction ? Merci Célia, c'est une excellente question comme toutes vos questions et je vais m'empresser de vous répondre à ce paradoxe parce que c'est un véritable paradoxe. Et je crois que ça vient du fait qu'à côté de ce désordre ambiant, mais qui n'est pas obligatoirement choisi par eux, qui vient du fait que ça a été un lieu de convergence pour des tas de raisons historiques, où le fait que Taïwan est créé par des Chinois qui quittent la Chine au moment de la montée du communisme. C'est les armées ayant perdu la guerre et les nobles chinois, et donc les intellectuels chinois, les lettrés chinois qui vont fuir le parti communiste en masse dans une fuite désespérée, en emmenant d'ailleurs tous les trésors culturels de la cité interdite, c'est-à-dire un musée 3 fois comme le Louvre. Ils vont creuser pendant des années dans la montagne, une montagne entière, pour enfouir ces trésors, qui sont la pépite culturelle de 4000 ans d'histoire de la Chine. Eh bien, tous ces Chinois qui arrivent là, ils sont désespérés et ils vont tisser des liens avec le monde entier et ils vont inviter à venir travailler avec eux, ils vont essayer de vendre leurs capacités au monde entier. Et donc le monde entier va venir aussi à Taïwan et tout ça, ça fait un mélange absolument incroyable et unique au monde. Et
Pourquoi ça marche bien? Parce que c'est effectivement, je pense que Taïwan, c'est, comme vous le savez, dans les rankings, là aussi, une chose tout à fait unique, c'est une des endroits du monde les plus sécures. C'est-à-dire que vous pouvez laisser votre portefeuille sur une table, on va vous le rapporter. Vous êtes sûr à 100% qu'on va vous le rapporter. Vous pouvez laisser un enfant de 3 ans aller d'une maison à l'autre. J'ai même vu des vélos laissés par quelqu'un au bord d'une route. Depuis 20 ans, ils sont là. Personne n'y touche. Quel est le lien entre les deux alors? Quel est le lien avec cette... Ce qui fait cette sécurité, c'est une culture classique chinoise, confucianisme, qui est le respect des lois, le respect de l'autre, ce qui va faire que les Taïwanais sont très gentils, mais extraordinairement polis. Ils ont une sophistication dans la politesse qui est très particulière et qui fait que c'est très agréable, parce que non seulement ils vous accueillent bien, mais ils sont très respectueux de vous, de votre espace, etc. Et ce qui explique aussi leur puissance commerciale. Parce que quand vous êtes à Taïwan, non seulement vous êtes... on trouve des solutions pour vous, mais on le fait très gentiment et avec beaucoup de politesse. D'accord, et donc c'est cette capacité de l'autre qui permet à l'écosystème taïwanais et à Taipei d'intégrer une diversité qui leur permet d'innover et d'être performants et de se transformer en l'usine du monde. Voilà, il y a une sorte de paradoxe, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de diversité à Taïwan, de diversité humaine, puisque vous avez un peu toutes les nationalités qui sont représentées, parce que ça attire aussi beaucoup de personnes qui cherchent à bénéficier des services, ou qui tout simplement cherchent à participer à la solution. Mais cette diversité est en quelque sorte très fortement intégrée dans cette culture confucianisme qui introduit des normes très strictes, qui impliquent une politesse et une écoute de l'autre et un accueil de l'autre, disons, qui n'est pas vécu comme un devoir, mais comme l'essence de la vie, l'essence de l'être au monde. D'accord, c'est très intéressant. Et alors, quel est votre troisième point sur la question de la solution incrémentale? Alors, là, l'ensemble de cette culture permet, et l'ensemble de cette culture avec une autre caractéristique typique de Taïwan et de la Chine en général, qui est que tout le monde travaille très tôt à s'améliorer, à comprendre la culture, à devenir lettré, et être lettré au sens très fort, puisque apprendre toutes les idéogrammes chinois, c'est en soi déjà un travail considérable. Donc vous voyez des petits-enfants en train d'apprendre tous les idéogrammes dès le plus jeune âge pour bien maîtriser toute cette culture qui est extrêmement complexe. Toute cette richesse culturelle et cette obligation à la politesse va créer une très grande capacité à améliorer les choses, mais pas à faire des ruptures, si vous voulez. Parce que faire des ruptures, ça serait presque s'inscrire hors de la société, parce que pour créer une rupture, il faut s'inscrire en dehors, il faut créer une rupture, se différencier, et ça, c'est pas tellement le propre de la culture confucianiste. Par exemple, un élève, même si il est dans une école où on lui apprend l'innovation, d'ailleurs j'étais dans une des meilleures écoles universitaires en termes d'innovation à Taïwan, il y a une telle différence de l'élève par rapport au maître que ça va être très difficile pour l'élève de dire au maître, voilà, j'ai inventé quelque chose de radicalement différent de vous, et de créer une rupture de ce type. Par contre, l'élève améliore toujours. Et leur force, c'est l'amélioration incrémentale. Ce qui explique qu'aujourd'hui, malgré leur ingéniosité, ils n'ont pas, comme le Danemark ou comme, a fortiori, les États-Unis, créé de rupture massive. D'accord. Et quel est le lien alors avec la question de la biodiversité que vous avez souligné en début d'interview? Cette richesse incrémentale,
cette capacité d'innovation incrémentale se nourrit d'une très grande biodiversité. Alors bien sûr, biodiversité dont on a déjà parlé au niveau social. Culturel, voilà, social, avec la présence d'Américains, d'Européens, depuis très longtemps, parce qu'en fait, cette île a été souvent envahie par différentes cultures, donc il y a la présence des Japonais. Mais où, où intervient le côté bio, le côté nature Alors, l'endroit bio qui est moins connu, c'est que dès que vous quittez la ville, vous tombez dans une jungle. Parce que, en fait, le restant de l'île, comme elle a été en quelque sorte habitée massivement qu'à partir du moment où il y a eu cet exode massif des Chinois du continent pour échapper à la révolution maoïste, cette île est restée dans une grande mesure sauvage, parce que tous ces Chinois exilés se sont concentrés à Taipei. Et donc vous avez des montagnes qui sont restées complètement sauvages, une nature luxuriante, et même des peuples autochtones qui avaient un mode de vie de chasseurs-cueilleurs. Donc vous avez, par exemple, sur les marchés, des plantes sauvages. Vous avez aussi une très très grande richesse des poissons et une très grande richesse des animaux. Donc ça crée une richesse et ça crée un côté poétique à Taïwan que, évidemment, lorsqu'on vient faire fabriquer son produit là-bas, on a tendance à ne pas voir, mais qui fait toute la poésie de cette île. Est-ce que c'est cette poésie aussi qui permet aux Taïwanais de communier dans cette culture inspirée et empreinte de confucianisme, et qui permet finalement à la grande diversité et au certain chaos qu'on pourrait observer là-bas de s'ériger en un système qui innove, un écosystème innovant? Alors, là, vous touchez un point très intéressant qui m'invite à compléter cette analyse culturelle de la force de Taïwan. C'est une autre racine qui n'est pas le confucianisme, qui est le taoïste. Et ça, c'est très important, parce qu'autant le confucianisme, c'est une religion, d'ailleurs, ce n'est pas du tout une religion, puisqu'il n'y a pas de réflexion théocratique chez Confucianisme, loin de là, puisque c'est plutôt une réflexion d'un haut fonctionnaire sur l'harmonie sociale à l'intérieur du pays, qui, à ce moment-là, secrète un certain nombre de normes extrêmement contraignantes, mais qui permettent le vivre ensemble dans des populations qui, très tôt, ont été très concentrées. L'Asie est tout de même un pays, le continent asiatique, et tous les continents sont des pays avec très forte densité de population. Donc il faut mieux être poli quand vous êtes serrés les uns contre les autres. Mais la grande force aussi de Taïwan, c'est d'avoir gardé un lien avec le taoïsme, qui est une autre racine asiatique de la Chine, très spécifiquement chinoise. Alors là, le confucianisme est très spécifiquement chinois, mais le taoïsme, c'est encore plus ancien que le confucianisme, c'est plusieurs milliers d'années avant. Et là, c'est une culture quasi animiste, avec toute une recherche d'harmonie entre le yin et le yang, et qui fait que les temples taoïstes, puisque de nombreux temples au sein de Taïwan sont taoïstes, et là, au cœur du Tao, il y a la nature. Et une sorte d'amour de la nature comme une sorte d'harmonie suprême. Et on est déjà, depuis des millénaires, dans la culture taoïste, dans quelque chose qui ressemble beaucoup au biomimétisme, très moderne par contre, dans la mesure où le Tao, et d'ailleurs les jardins taoïstes sont magnifiques dans ce sens-là, le Tao, c'est épouser les grands ordres naturels, c'est pas disrupter la nature, c'est pas séparer le corps de l'esprit, c'est vivre en harmonie avec le ciel et la terre, avec le noir et le blanc, dans une perpétuelle évolution et transformation de toute chose. Donc ça crée un espace pour le chaos, ça crée un espace pour l'ordre, ça crée un espace pour le haut, ça crée un espace pour le bas, ça crée un espace pour l'homme et pour la femme. Il y a une autre relation entre l'homme et la femme dans le taoïsme qu'on peut l'imaginer par exemple en Occident ou dans d'autres cultures comme la culture africaine par exemple.
Donc ce que nous donne vraiment l'observation et l'exploration de l'écosystème de Taipei, en réalité, c'est aussi cette posture d'accompagnement de la vie qui peut faire émerger l'innovation. Oui, je crois que c'est... Il y a quelque chose au cœur de la culture asiatique, parce que ça, on peut l'élargir à l'ensemble de la culture asiatique, qui fait qu'aujourd'hui, sans doute, un des espaces planétaires où le développement durable prend complètement sens, c'est dans la culture asiatique. Parce que finalement, l'Asie a subi la révolution industrielle, mais s'il n'y avait pas eu les Occidentaux pour obliger l'Asie, quasiment, pour des raisons d'influence, à évoluer, l'Asie, depuis des millénaires, avait une sorte d'harmonie où leur volonté de s'insérer dans un milieu naturel de manière harmonieuse faisait qu'il n'y avait pas de rupture majeure, si vous voulez, et que c'était des cultures très stables sur des millénaires. Il faut voir que l'écriture chinoise reste la même depuis pratiquement ses origines. Donc, si vous voulez, il y avait toujours cette notion d'amélioration constante, mais toujours avec un souci d'harmonie, et qu'on retrouve maintenant dans le développement durable. Et donc, ce n'est pas un hasard si un des principaux objectifs du Parti communiste chinois aujourd'hui, c'est d'inventer une civilisation écologique. Vous voyez, c'est pas un hasard, c'est parce qu'au cœur de l'Asie, le Japon aussi, l'Inde aussi, il y a un autre rapport, alors très différent de celui des pays nordiques ou de l'Allemagne, très différent de l'Amérique du Nord, mais un autre rapport à la nature, dans le sens où pour eux, je pense que l'harmonie des écosystèmes naturels n'est pas quelque chose de possiblement dépassable. C'est-à-dire que pour eux, être dans le Tao, respecter la nature, respecter l'ordre naturel, alors c'est là où ils ont du mal à créer des ruptures, l'ordre naturel, l'ordre social, enfin, il y a toujours une volonté de s'inscrire dans une harmonie. Et c'est bien un des enjeux fondamentaux aujourd'hui de comment innover dans notre écosystème planétaire en harmonie avec la nature. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que si on mélange le respect pour le contexte extrêmement asiatique et la capacité d'individuation et de rupture de l'Occident, on mélange le cerveau droit et le cerveau gauche. Là, on est dans des dynamiques extrêmement intéressantes. Et c'est pour ça que la rencontre avec l'Asie est absolument fascinante. Très bien, merci beaucoup. À bientôt.